Avant de démarrer, de vous présenter nos invités, enfin notre intervenant principal, j'aimerais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite plein de prospérité dans vos affaires, bonheur, joie et santé surtout. Donc je vous adresse tous mes meilleurs vœux. Akram, bienvenue. Merci beaucoup, Karen. Bonjour à toutes Merci. et à tous. Merci pour ton travail, pour la présentation de ce matin. Donc, Akram, c'est un de nos partenaires prestataires agréés du réseau BCI basé en Algérie à la CCI algéro-française. Et Akram donc, est responsable de la veille réglementaire au sein de la CCI AF. Donc, merci encore, Akram, d'être avec nous ce matin. Je vous présente aussi Isabelle Collin, qui est chargée d'affaires chez BCI pour tout ce qui concerne l'élevage et la pêche. Bonjour Isabelle. Ton micro est coupé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Karen. Merci Akram pour ton intervention. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous pour des points aussi précis que ce que tu vas nous développer. Et donc, voilà, j'espère que vous aurez tous des réponses à vos questions. N'hésitez pas en tout cas à revenir ensuite vers nous. Bon webinaire à tous. Merci. Et puis, je vous présente Sandrine Corvec, qui fait aussi partie de la team BCI. Sandrine est conseillère réglementaire, technique et internationale. Elle est basée dans le Morbihan à la CCI. Merci Sandrine d'être avec nous aussi ce matin. Bonjour et merci à vous de m'accueillir. Voilà, donc conseillère technique et réglementaire pour les entreprises du Morbihan. Donc, si vous avez des questions lors du webinaire ou après, n'hésitez pas à revenir vers moi et je répondrai à vos questions avec plaisir. Et merci à Akram Sandrine. pour ta présentation. Voilà, et Sandrine a des homologues, vous le savez, basés sur tout le territoire breton dans les différentes CCI, donc toute l'équipe qui vous conseille pour les aspects techniques et réglementaires à l'international. Vous avez vos interlocuteurs privilégiés dans chacune des CCI sur le territoire. Comme d'habitude, juste un petit mot sur le déroulement de ce webinaire. Donc, il est enregistré, le replay sera disponible, ainsi que la présentation qui va vous être faite ce matin. Je vous enverrai un petit mail pour vous dire quand ce sera en ligne sur notre site web dans la rubrique BCI Info. On est à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Là, vous avez la chance d'avoir en face de vous un expert qui peut répondre à vos questions, à des problématiques précises que vous pouvez avoir dans vos activités respectives. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole, soit par écrit, soit en activant vos micros. Vous avez la main pour ça. Et Akram donc répondra à vos questions. Si ce n'est pas le cas, enfin, ou si vous préférez poser vos questions en dehors du webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. C'est très facile d'organiser une visio avec, encore une fois, Akram et votre chargé d'affaires BCI ou votre conseiller technique et réglementaire de votre CCI. Enfin bref, vous l'avez compris, on est à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à intervenir au fil de l'eau, à rebondir sur les propos d'Akram. S'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires ou si vous avez des problématiques particulières par rapport aux points que l'on va aborder ce matin, n'hésitez pas. On ne va pas forcément attendre la fin pour les questions-réponses. Donc, voilà. Encore une fois, ce webinaire, c'est votre moment privilégié. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, ce matin, on va balayer cinq points majeurs. Le contexte économique et social à l'aube 2024. Très brièvement, on va faire un panorama global, une vue d'ensemble sur l'Algérie à l'instant T. Un petit point sur les relations économiques franco-algériennes. Un autre point, bien sûr, sur la pratique des affaires. Un petit point sur les investissements. Quels sont les secteurs porteurs? Et puis, une petite conclusion à la fin pour retenir vraiment les points essentiels qui seront évoqués ce matin. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI, vous nous connaissez toutes et tous pour la plupart. J'aimerais juste encore une fois, en revanche, insister sur l'adhésion à Bretagne Commerce International. Vous savez que pour faire appel à nos services, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent. Cependant, quand vous l'êtes, vous avez accès de manière privilégiée à
tout un panel de services. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous invite vraiment à le devenir parce que vous aurez accès à des ressources, à des informations qui sont exclusivement dédiées aux adhérents de BCI. J'aimerais notamment vous parler de ce qui s'affiche là sur votre écran, c'est de notre outil Suppliers from Bretagne. C'est une e-vitrine, c'est un e-catalogue. La cible, ce sont les investisseurs et les acheteurs étrangers. Suppliers from Bretagne, ça vous permet donc gratuitement, lorsque vous êtes adhérent, de mettre en avant vos produits phares, de décrire votre activité, de présenter votre société et puis d'être en contact direct avec des acheteurs étrangers ou des investisseurs, encore une fois, qui peuvent vous contacter directement grâce à la plateforme. Cet outil a fait ses preuves. On a plus de 300 adhérents qui y sont référencés aujourd'hui. Je vous invite vraiment à y jeter un œil et à devenir adhérent, notamment pour avoir accès à cet outil formidable. Ça a généré plusieurs contrats, plusieurs relations pérennes entre différents acheteurs étrangers et des sociétés bretonnes. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Si vous avez des questions, là encore, on est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous dire comment vous inscrire sur cette plateforme. J'ai fini pour ma part. Alors, tous ces slides de présentation BCI, vous les retrouverez sur la présentation que l'on mettra en ligne après le webinaire. Je te cède la parole, Akram. Je te laisse rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse le micro. Merci beaucoup, Karen. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Ça fait plaisir de voir que le sujet de l'Algérie vous intéresse toujours. Alors, avant de commencer, je présente également mes meilleurs voeux à toutes et à tous pour cette nouvelle année en espérant et en vous souhaitant beaucoup de bonnes choses. Je présente également les excuses de mon collègue, M. Ammar Khoudja, qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement, pour des raisons, pour un impératif de dernière minute, il est en France, donc il ne pourra pas se joindre à nous, mais il s'excuse encore une fois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là aussi, encore une fois, nous allons reprendre un peu la pratique des affaires en Algérie sur les aspects économiques et sur les aspects réglementaires. Si on devait commencer, on commencerait par dire que les échanges commerciaux avec la France demeurent en bonne voie, c'est ce qu'on va voir. Les indicateurs en Algérie sont plutôt au vert, avec 45 millions d'habitants, donc beaucoup de besoins aussi bien en matières premières qu'en produits finis. Un taux d'alphabétisation à 92%, donc pour les sociétés qui souhaitent à s'externaliser et à s'implanter en Algérie, la main-d'œuvre est disponible avec un coût plus ou moins bas. Un PIB de 224 milliards de dollars, l'Algérie est considérée comme la 4e puissance économique en Afrique. Un PIB par habitant qui a été revu à la hausse récemment par les services du Premier ministère qui passe à 5187 dollars, ce qui fait de l'Algérie le premier en Afrique du Nord. Un IDH de 0,75, première en Afrique continentale. 85 milliards de réserves de change, ce qui est très intéressant. Donc, l'Algérie peut honorer le paiement de ses factures d'importation aussi bien en marchandises qu'en services. Une dette extérieure vraiment très faible, insignifiante, détenue principalement par la dette publique, c'est uniquement 2% du PIB. 1 euro en Algérie est l'équivalent de 145 dinars, pour que vous ayez une idée si jamais vous devez faire une étude de marché par rapport à vos produits ou à vos services. Et en plus de la main-d'œuvre qualifiée qui est disponible avec un coût plus ou moins bas, vous remarquerez que les charges, là aussi, qui sont subventionnées par l'État algérien, sont vraiment très bas. Si on devait donner des exemples, le prix du kilowattheure par rapport à l'électricité, il est de 0,036 centimes. Le prix des carburants, l'essence est à 0,31 centimes le litre. Et les salaires tournent aux environs de 342 avec un SMIC, un salaire minimum de 200 euros. Donc, ça vous donne un bref aperçu sur le contexte économique, sur le cadrage macroéconomique qui est fait par rapport à l'Algérie. La prochaine slide, on va voir les relations économiques entre l'Algérie et la France. Comme vous pouvez le voir, la France est le deuxième investisseur hors hydrocarbures et le deuxième client de l'Algérie et le deuxième fournisseur. Donc, il y a un équilibre parfait.
des IDE à plus de 2,9 milliards d'euros. Il y a 250 entreprises françaises implantées. Lorsqu'on parle de sociétés françaises, on parle de capitaux français et non pas de nationalité du gérant. Les entreprises françaises ayant des succursales, ayant des bureaux de représentation, ayant des filiales sont de l'ordre de 250. Si on devait prendre la nationalité des gérants, on tourne aux environs de 850 voire 900 entreprises. La France est le deuxième client de l'Algérie également. Elle importe pour 5,2 milliards d'euros, principalement le pétrole, le gaz, tout ce qui est produits pétroliers raffinés et tout ce qui est engrais. Elle est également le deuxième fournisseur avec les céréales, l'automobile, mais également les produits pharmaceutiques. C'est une place, la deuxième place lui revient depuis quelques années, donc il y a une certaine stabilité. Il y a des entreprises qui s'implantent régulièrement en Algérie et qui font des échanges commerciaux avec l'Algérie, aussi bien sur de la marchandise, de la matière première que le service. Là, on va rentrer un peu sur la partie réglementaire. L'Algérie n'est pas forcément plus compliquée que les autres pays. Il y a une certaine réglementation qui est très procéduriale qu'il faut respecter pour ne pas justement avoir de mauvaises surprises. Si on devait scinder ces obligations, principalement, elles sont d'ordre bancaire et d'ordre douanier. Si on devait parler des règles bancaires, la première chose à savoir pour tout exportateur français avant d'exporter ses marchandises ou ses services vers l'Algérie, c'est la domiciliation bancaire de la facture qui doit être domiciliée préalablement à l'expédition de la marchandise ou à l'exécution du service. Il y avait depuis 2017 une obligation qui était faite aux opérateurs algériens de domicilier 30 jours avant et de payer une caution de 120%. Cette règle a été abrogée, elle n'est plus en vigueur, mais la domiciliation demeure obligatoire avant l'expédition. Nouvelle mesure également qui entre en vigueur il y a un peu plus d'une année, c'est que l'Algérie, afin de protéger le produit local, a mis en place un système d'attestation qui est délivré aux opérateurs, aux importateurs qui font de la revente en l'état. C'est-à-dire que ces opérateurs-là ne peuvent plus importer directement de la marchandise pour la revendre en l'état, mais sont obligés de passer par une agence qui dépend du ministère du Commerce afin de vérifier que ce produit n'est pas fabriqué localement ou ne répond pas aux besoins en matière de quantité ou de qualité pour pouvoir délivrer cette attestation afin de pouvoir domicilier la facture. Pour la domiciliation bancaire, il y a une taxe qui est prévue. Pour la revente en l'état, elle est de 0,5%. Même chose par rapport à l'importation de services. C'est juste que la taxe passe de 0,5% à 4% du montant global de la facture. Ce qu'il faut savoir pour nos invités d'aujourd'hui qui sont versés sur de l'exportation de services, c'est qu'il y a une retenue à la source libératoire d'impôt qui doit être payée une fois le service accompli et avant de procéder au paiement. Cette taxe est de 30%, enfin, cette retenue est de 30% sur le montant facturé. Pourquoi nous vous donnons et nous insistons sur cette information? C'est pour sa prise en considération au moment d'établir vos devis. Si vous avez un client algérien qui souhaite importer vos services, si vous facturez à 100, votre client algérien devra s'acquitter de cette retenue à votre place qui est de 30% pour pouvoir avoir le quitus fiscal et vous transférer le montant restant qui est 70. Donc, prenez ça en considération. Ce que nous recommandons également aux entreprises françaises que nous accompagnons, c'est de bien rédiger un contrat commercial. La confiance, c'est bien, mais le contrôle et avoir des documents, c'est mieux encore en cas de contentieux. N'hésitez pas à faire appel à Karen, Isabelle, Sandrine ou à prendre rendez-vous avec nous afin de vous accompagner. Tout ce qui est moyen de paiement, c'est ce qu'on va voir par la suite. Utilisation d'un coterme, étiquetage, délai de paiement sont des points très importants que vous devez intégrer sur le contrat. Par rapport aux moyens de paiement. Excusez-moi, j'ai juste une question sur, si vous pouvez revenir juste en arrière, sur les 30% retenus à la source en cas d'importation. Ça veut dire, vous dites attention quand vous faites vos devis, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des devis à 130% pour que quand ils déduisent les 30%, on soit payé du prix normal?
Exactement. C'est-à-dire que lorsque vous allez établir une facture sur une prestation de service, une fois que le service sera fait, que votre client algérien va vous remettre l'attestation de service fait, il ne pourra pas payer le montant de votre facture sans payer la retenue à la source au niveau des services fiscaux algériens pour avoir le fameux document qu'on appelle quitus fiscal. Il va payer les D'accord. 30% et reverser le montant restant. C'est-à-dire que si vous facturez, si votre prestation de service est facturée en temps normal à 100, prévoyez le 30% de retenue qui sera reversé, donc lui 130%, effectivement. Ok. Après, Merci beaucoup. Après, il y a certaines exceptions sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder, mais si ça vous intéresse, on reviendra en aparté. Par exemple, pour ceux qui exportent des logiciels ou tout ce qui touche à la transformation digitale au IT, il y a certaines exceptions avec des remises de 30%. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 30%, l'opérateur devra payer 21% à peu près. Mais ça reste quelques secteurs vraiment très peu. Mais sinon, la règle générale, elle est de 30%. C'est très clair, merci beaucoup. Ça ne peut pas aller au-delà de 30% de toute façon. Au pire, on prévoit… OK. Exactement. La règle générale, c'est 30%. Éventuellement, quelques exceptions liées au digital, au IT, qui sont des abattements de 30% sur les 30%. Donc, c'est un taux de 21%. D'accord. Merci Caroline pour la question. Il y en a d'autres avant qu'on passe au point suivant? N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas d'autres questions dans ces cas-là. Je te laisse passer au point 3, Akram, sur les moyens de paiement. Parfait. Alors, je te remercie, Karen. Les moyens de paiement sont les mêmes pratiquement que vous retrouvez un peu partout à l'international. Donc, l'Algérie accepte le crédit documentaire, la remise documentaire et le transfert libre. Pour ceux ou celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces moyens, si on devait les classer par le moyen le plus sûr pour vous vers le moyen le moins sûr, on partirait sur du crédit documentaire sécurisé qui couvre le risque d'insolvabilité. Crédit documentaire qui couvre l'insolvabilité du client et non pas du pays, de la remise documentaire avalisée, de la remise documentaire à vue et de la remise documentaire à échéance. Et en dernier, une fois que vraiment la relation de confiance est instaurée, le transfert libre. Le transfert libre reste un moyen qui est très utilisé pour l'importation de services, car beaucoup de banques refusent d'utiliser du crédit documentaire ou de la remise documentaire et propose uniquement le transfert libre. Sinon, sur la marchandise, c'est vrai que les procédures sont peut-être un peu plus longues et le coût bancaire est un peu plus élevé. Mais si vous ne connaissez pas forcément votre client, que c'est une première expédition, partez sur du crédit documentaire et au fur et à mesure que la relation de confiance s'instaure, commencez à diminuer progressivement vers la remise documentaire, voire du transfert libre. Pour tous ces moyens de paiement, il y a possibilité d'émettre une SBLC afin de couvrir le montant du contrat global, c'est-à-dire que les flux qui seront réalisables en encaissement seront sécurisés à l'exécution du contrat. Là aussi, je pourrais y revenir si vous souhaitez avoir plus d'informations. Concernant les acomptes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, il y a un système de contrôle de change. Il y a toute une réglementation qui régit le paiement à l'international. Les acomptes ne sont acceptés qu'à hauteur de 15%. C'est-à-dire qu'en aucun cas, votre client algérien ne pourra payer la facture avant l'arrivée de la marchandise. Il ne pourra payer des acomptes que dans les limites du 15%. Au-delà de ce taux, la réglementation prévoit des autorisations de la Banque d'Algérie qui sont délivrées, mais sur le terrain, rares sont les autorisations, les demandes qui ont reçu des avis favorables. Sinon, pour le montant restant des factures, donc les 85%, parfois même votre client algérien n'est pas au courant et est animé d'une bonne intention, il faudrait négocier sur un délai de paiement qui ne va pas dépasser les 360 jours, date d'expédition ou d'exécution du service. Si on devait récapituler avant de passer au slide suivant, vous pouvez demander, idéalement, c'est demander des acomptes de 15% du montant global et avoir les 85% sur du crédit documentaire payable avant 360 jours. Si vous dépassez ce délai, il vous faudra soit une décision de justice qui sera exécutoire pour obliger votre client
à honorer le paiement, soit là aussi une autorisation de la Banque d'Algérie exceptionnellement pour réouvrir le dossier après le délai de 360 jours. S'il n'y a pas de questions, Karen, on passe sur la partie douanière. Parfait. Côté douane, ce qu'il faut savoir, c'est que les Incoterms en Algérie, la majorité sont acceptés. Pourquoi je dis la majorité? Car les Incoterms prévoyant une assurance contractée à l'international, à l'étranger, ne sont pas acceptés ou il est demandé aux clients algériens de souscrire à une assurance en local. L'Incoterm qui a priorisé depuis quelques années, depuis 3-4 ans, est le FOB. Si vous ne souhaitez pas forcément utiliser du FOB ou plutôt du CFR, faites en sorte de dissocier sur votre facture finale que vous adressez à votre client algérien le montant du fret de celui de la marchandise séparément. Ce principe est à utiliser sur l'ensemble des Incoterms hormis FOB. C'est une obligation, comme je vous le disais tout à l'heure, très lourde de conséquences. Car si vous ne faites pas ressortir le montant du fret séparément de celui de la marchandise, votre facture sera domiciliée, la marchandise sera expédiée, mais au moment du paiement, ça va bloquer et la banque refusera de transférer l'argent. Donc, au minimum, sur les factures que vous adressez à vos clients algériens, vous aurez au minimum 2 lignes. La première ligne, c'est sur le montant de la marchandise. La seconde ligne, c'est sur le montant du fret. Côté étiquetage, là aussi, c'est des obligations procédurales, là aussi, très lourdes de conséquences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, la position de l'étiquetage est obligatoire en langue arabe. Accessoirement, vous pouvez laisser la langue française, mais il faut avoir un étiquetage en langue arabe. La nouvelle obligation depuis fin 2023, c'est la position du code ABA. C'est-à-dire que les produits qui sont soit fabriqués localement, soit importés, qui sont des denrées alimentaires ou des produits non alimentaires qui sont destinés à la consommation humaine, doivent contenir un code ABA. Les marchandises qui ne détiennent pas d'étiquetage ou de code ABA seront expédiées de France ou de l'international d'une manière générale, seront bloquées systématiquement au niveau des points d'accès douaniers sur le sol algérien. Donc, cela risque de compliquer un peu les choses pour vous, car votre client ne pourra pas récupérer la marchandise et de facto ne va pas forcément procéder au paiement. Vous ne pourrez malheureusement même pas récupérer la marchandise et la réexpédier, car l'interlocuteur des services douaniers algériens reste le client, reste des douanes algériennes, reste votre client algérien, l'opérateur algérien. C'est des surestaries qui vont commencer à grimper très rapidement et c'est un risque de destruction de la marchandise. Donc là aussi, n'hésitez pas à contacter vos conseillers ou à nous contacter directement pour vous dire si vos produits sont assujettis à cette obligation d'étiquetage et d'apposition de code ABA. Et tu as dit, Akram, que ce code barre obligatoire, donc depuis septembre 2023, il est valable pour les produits importés ainsi que pour les produits fabriqués localement. Exactement. Il n'y a pas de distinction entre les produits fabriqués localement ou les produits importés. Le principe est d'avoir un suivi du produit de sa fabrication jusqu'à sa consommation par le client final. Donc, pour les produits importés, ça doit passer par l'association GS1 Europe qui doivent donner un numéro sur les codes ABA. Vous les transmettez à votre client algérien préalablement à l'expédition afin qu'il puisse lui aussi les réenregistrer au niveau de GS1 Algérie qui dépend de GS1 Europe. D'accord. Bon, si vous avez les moindres questions, besoin de support pour toutes ces questions, encore une fois, l'équipe BCI en CCI territoriale est à votre disposition. Vous avez les coordonnées sur le site web ou au début de cette présentation, vous avez les coordonnées de tout le monde. Parfait. Restons toujours sur les règles douanières. Nouvelle disposition mise en place depuis juin 2023, c'est la certification halal. C'est-à-dire que les autorités algériennes, les services de douane et les services du ministère du Commerce exigent à ce que tous les produits qui sont assujettis à la certification halal aient cette attestation qui est délivrée uniquement par la Grande Mosquée de Paris pour tous les produits d'origine européenne. Alors, c'est une dizaine de produits alimentaires qui y sont assujettis.
Principalement, c'est tout ce qui est viande animale ou produits carnés, c'est tout ce qui est huile et graisse animale, tout ce qui est confiserie, gâteaux, additifs alimentaires, tout ce qui est lait et dérivés, et tout ce qui est fromage et préparation pour nourrition ou pressure. C'est des produits qui sont assujettis à la certification. N'hésitez pas à nous contacter pour vous donner le contact de la Grande Mosquée de Paris, qui a des représentations en France, sur Paris, mais également sur certaines villes françaises, et qui est la seule habilitée à donner ces fameuses attestations halal. Même si par le passé, vous passiez par par des organismes certificateurs halal indépendant de la Grande Mosquée, là, depuis juin 2023, c'est la Grande Mosquée qui a le mandat en exclusivité pour délivrer ce type de document. Le point plutôt positif sur le quatrième, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie a ratifié un accord d'association avec l'Union européenne qui est entré en vigueur à partir de 2012 et qui est entièrement applicable à partir de depuis septembre 2020. Cet accord permet d'avoir un tarif préférentiel sur les droits de douane des produits d'origine européenne, donc des produits d'origine française. C'est des droits de douane à 0% ou à taux réduit, donc 5, 10, 15 au lieu des 30 ou 60%. Mais également, c'est d'autres avantages qui sont octroyés, notamment sur le droit additionnel provisoire de sauvegarde que nous allons voir. Une seule exigence pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là, c'est que le produit ait son certificat d'origine et détienne son heure 1. Juste une précision, le UR1, c'est seulement pour les factures de plus de 6 000 euros. Si vous avez une facture de moins de 6 000 euros, c'est une déclaration d'origine sur facture qui suffit, ainsi que si vous êtes exportateur agréé. Au-delà de 6 000 euros, effectivement, il faut soit un EUR1 ou soit être exportateur agréé. Je confirme ce que vient de dire Sandrine. Donc, sur le prochain slide, si vous le permettez, on le rajoutera sur la diapo peut-être à propos du certificat d'origine EUR1. On va rajouter, Sandrine, ce que tu viens de préciser peut-être. D'accord, ok. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'importation, la fiscalité douanière applicable aux opérations d'importation en Algérie, c'est des droits de douane et c'est de la TVA, mais pas que ça. Depuis 2019, après le blocage et l'interdiction à l'importation de certains produits, l'Algérie a décidé de réautoriser l'importation de l'ensemble des produits, mais a mis en place un droit additionnel provisoire de sauvegarde qui permet justement la protection du produit local. Alors, c'est une liste qui est périodiquement révisée. Les produits concernés sont souvent mis à jour. Le taux de ce droit varie de 30 jusqu'à 200% d'un point de vue légal. Là, la dernière révision qu'il y a eu touche l'exonération des produits d'origine animale et avicole qui ne sont plus concernés. Donc, c'est 974 produits qui sont concernés par ce droit additionnel provisoire de sauvegarde d'une manière générale. Mais comme je le disais tout à l'heure, et depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances de 2023, les produits qui sont concernés par l'accord d'association ratifié entre l'Algérie et l'Union européenne peuvent bénéficier d'exonération sur ce droit-là. Deuxième taxe qui est également applicable sur toute opération d'importation de certains produits, là par contre, c'est la taxe intérieure de consommation. Son taux varie de 30 à 60%. Là, ce n'est pas forcément pour protéger le produit local, mais plutôt pour taxer les produits dits de luxe. Donc, principalement, c'est les boissons alcoolisées, c'est le tabac, c'est tout ce qui est véhicule, bateaux de luxe et certains fruits secs. Là aussi, on reste à vos dispositions. C'est une liste qui est révisable, qui est revue régulièrement et on reste à vos dispositions pour vous fournir la liste de l'ensemble des produits concernés par cette taxe. Sur la prochaine slide, s'il n'y a pas de questions, Karen. Voilà. Donc, la taxe. Il n'y a pas de questions par écrit non plus. Je vérifie. Non.
Parfait. N'hésite pas à m'interrompre si tu reçois des questions sur la messagerie. Oui, bien sûr. Donc, parfait. Donc, l'autre taxe qui est obligatoire, c'est la contribution de solidarité. Elle avait été instaurée fin 2020, début 2021. Son taux était de 1%. Là, actuellement, depuis la LF 2023, si je ne dis pas de bêtises, 2023, elle a été revue à 2%. Son taux a augmenté à 2%. Et elle est applicable à l'ensemble des opérations, quel que soit le produit qui est importé et quelle que soit l'origine du produit. C'est-à-dire qu'autant sur le droit additionnel provisoire de sauvegarde ou sur les droits de douane, si le produit est d'origine européenne et est concerné par l'accord d'association, vous pouvez bénéficier d'abattement ou d'exonération. Autant cette contribution-là est applicable même si le produit est d'origine européenne. Son taux est de 2%. Le dernier point sur la partie douanière, c'est l'importation des chaînes et des équipements rénovés. Pendant longtemps, il y avait eu une période de blocage. Excuse-moi. La contribution de solidarité s'est mise en place depuis quand? Depuis, si je ne dis pas de bêtises, la LF 2022, 2021, fin 2021, début 2022. Mais je pourrais te confirmer l'information avec exactitude. Merci. Avec plaisir. C'était un taux de 1, là maintenant, elle est à 2%. Et c'est l'ensemble des produits qui sont concernés. Donc, comme je vous le disais, pendant longtemps, l'Algérie a interdit l'importation de chaînes et d'équipements rénovés. Depuis 2021, la loi de finances 2021 et les textes d'application qui sont venus après, on avait parlé de possibilité de dédouaner certaines chaînes et équipements de production qui étaient rénovés. Donc, on avait assujetti l'octroi de l'autorisation à une attestation de rénovation et une garantie qui est délivrée par l'organisme qui donne une certaine garantie sur le service après-vente. Là maintenant, et avec l'entrée en vigueur de la loi de finances de 2023, il est possible de procéder au dédouanement de ces chaînes et de ces équipements. On n'oblige plus à ce qu'il n'y a plus d'obligation de rénovation, mais on se contente de l'âge de la chaîne ou de l'équipement. La règle générale, c'est moins de 5 ans d'âge, mais par rapport à ce qui touche la partie agricole, donc tout ce qui est équipement, matériel, même roulant, c'est moins de 7 ans d'âge. C'est des autorisations exceptionnelles qui sont délivrées à une certaine catégorie d'opérateurs algériens qui sont versés sur de la production. C'est des autorisations qui sont accordées par le ministère, là aussi, pour les propres besoins de l'entreprise. Donc là aussi, avant de conclure votre contrat avec votre client, assurez-vous qu'il ait la possibilité d'obtenir cette autorisation de dédouanement pour pouvoir récupérer la chaîne ou l'équipement et par la suite pouvoir procéder au paiement. Là, c'est un sujet qui reste très vague car malheureusement, les textes d'application n'ont pas encore été publiés. Nous attendons la publication incessante des textes d'application pour avoir plus de détails sur les produits, plutôt sur les chaînes, sur les équipements et sur la procédure à suivre pour l'obtention de ces autorisations. La dernière partie, sur la partie réglementaire, elle est liée à l'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie s'est dotée d'un nouveau arsenal juridique lié à l'investissement et à procéder à une réforme totale de la loi, mais également des organismes en charge du développement de l'investissement. 3 types de régimes ont été instaurés. Principalement, c'est le régime des secteurs. Donc, il y a certains secteurs qui sont porteurs, tout ce qui est industrie, tout ce qui est pharma, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est nouvelles technologies, services, tout ce qui est tourisme, etc. C'est le deuxième régime. Quant à lui, on ne prend pas en considération le secteur d'activité, mais plutôt la zone d'implantation. Donc, c'est des zones à promouvoir en Algérie, principalement les hauts plateaux et le sud, pour ceux ou celles qui connaissent l'Algérie. Et le troisième régime, dit structurant, exige à ce qu'il y ait un montant minimal d'investissement et un niveau d'emploi avec un certain nombre d'emplois à proposer, à mettre en place une fois que l'investissement est lancé. Pour ces 3 régimes, des avantages fiscaux sont octroyés, c'est ce qu'on va voir sur la prochaine slide. Donc, c'est des exonérations complètes en TVA, mais également en droits de douane pour tous les produits ou les services qui sont importés et qui rentrent dans le cadre
de l'investissement. Et une fois la phase de réalisation terminée et l'entrée en exploitation de l'investissement, c'est des exonérations qui sont octroyées sur l'IBS, qui est l'équivalent de l'IS en France, et la taxe sur l'activité professionnelle qui vient d'être supprimée par la loi de finances de 2024. Donc, c'est des avantages assez intéressants. Pour certains projets structurants, il y a même moyen d'avoir l'aide financière de l'État, l'octroi de foncier industriel, la construction de ce dont l'investisseur a besoin et son accompagnement durant aussi bien la phase de réalisation que la phase d'exploitation. Beaucoup d'entreprises françaises nous saisissent pour nous poser la question sur la remontée de dividendes. C'est ce qu'on va voir sur la prochaine slide. Si tu peux passer, Karen, s'il te plaît. Alors, la remontée de dividendes reste garantie par la réglementation actuelle, par la nouvelle loi sur l'investissement. Cependant, deux exigences sont prévues. La première, c'est que l'investissement porte sur de la production de biens ou de services, c'est-à-dire que ceux ou celles qui font de la revente en l'état ne peuvent prétendre au droit de remonter les dividendes. La seconde obligation, c'est le montant minimal lié à l'investissement. Donc, l'opérateur étranger doit présenter des fonds propres d'au moins 25% du montant de l'investissement pour pouvoir transférer ces dividendes. Alors, sur ce point-là, j'insiste que c'est une obligation pour la remontée des dividendes et non pas pour l'octroi des avantages que je citais sur la slide précédente, qui, elles, demeurent applicables quel que soit le montant de l'investissement. On l'a dit lors des différentes lois de finances, lors des différents événements. Depuis la loi de finances de 2020, je reviens, la règle dite du 49-51 qui était obligatoire à tout investissement étranger n'est plus à l'ordre du jour. Elle a été revue depuis la loi de finances complémentaire de 2020 et demeure applicable uniquement pour ce qui est revente en l'état et ce qui est stratégique. Ce qui est stratégique, c'est tout ce qui touche à la sécurité nationale, aux ports et aux aéroports, aux hydrocarbures et au secteur du pharma qui n'est pas porteur. C'est-à-dire tout ce qui est pharma d'une manière générale et non pas nouvelles technologies liées au pharma. Hormis ces secteurs dits stratégiques, l'opérateur français, étranger d'une manière générale, peut venir s'implanter en Algérie en étant majoritaire ou en étant seul. Nous, les recommandations que nous vous donnons, c'est de vous faire accompagner, d'avoir des partenaires en Algérie avant d'investir. On prend quelques questions, Karen, d'ordre réglementaire? Oui, ou on volontiers, avant de passer au secteur porteur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point investissement ou d'autres points précédents d'ailleurs? N'hésitez pas. Si on devait résumer en quelques mots la réglementation applicable actuellement en Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement algérien tente de plus en plus à encadrer et à rationaliser tout ce qui est importation pour revente en l'état et à donner plus de facilitation et plus de flexibilité sur l'importation des intrants pour les propres besoins des producteurs algériens, mais également pour drainer davantage d'IDE, donc tout ce qui est investissement direct étranger. Les règles générales sont applicables à tous les opérateurs, c'est ce qu'on a vu par rapport à la domiciliation bancaire, par rapport à certaines exigences en matière de droit, d'étiquetage, etc. Mais également, il faudrait vraiment bien connaître votre client algérien, car parfois, vos produits, c'est-à-dire que la procédure, les obligations légales liées à votre produit, même si on parle d'un seul produit, diffèrent selon la qualité de votre client algérien. Si votre client est un opérateur qui fait de la revente en l'état, il sera assujetti à des autorisations préalables, il sera assujetti à l'obtention de certains certificats, etc., pour pouvoir procéder au paiement. Alors que si votre client algérien va importer pour ses propres besoins à lui, ce sera beaucoup plus simple d'importer, de dédouaner et de procéder au paiement. Merci, Akram.
S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la suite. Donc, on va vous parler des secteurs, principaux secteurs porteurs. Parfait. On a Alors, déjà un les petit peu secteurs parlé tout à l'heure avec les investissements, notamment pour la pharma, mais je te laisse poursuivre. Merci beaucoup, Karen. Alors, les secteurs porteurs, principalement, il y en a 7. C'est l'industrie agroalimentaire qui est la deuxième industrie en Algérie, ce qu'il faut savoir. 26 000 entreprises gravitent autour de ce secteur d'activité. C'est 960 millions d'euros d'importation en équipement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, c'est pas uniquement Alger. Il y a des pôles industriels qui ont été créés et en fonction du secteur d'activité. Donc, pour l'agroalimentaire, c'est plus les régions de Béjaïa, d'Alger ou d'Oran. Le deuxième secteur qui est également très porteur, c'est l'agriculture. C'est 11% du PIB en Algérie. C'est 25 milliards de dollars de production agricole et c'est 310 millions d'importations d'équipements. Là aussi, le gouvernement algérien octroie beaucoup de facilitations, beaucoup d'exonérations, beaucoup de financement également pour l'importation des équipements. L'agriculture, principalement, c'est sur la partie ouest et sud de l'Algérie. Donc, c'est les régions de Biskra, d'Eloued et de Mostaganem pour ceux qui connaissent. Autre secteur également qui est porteur, c'est la santé et l'industrie pharmaceutique. 175 unités de production pharmaceutique sont opérationnelles en Algérie, 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 500 millions d'importations d'équipements et de dispositifs médicaux. Excusez-moi. Là aussi, c'est un secteur qui est très suivi par le gouvernement et par les autorités algériennes. Beaucoup d'importations d'équipements, beaucoup d'importations de services sur cette partie-là, mais également beaucoup de production locale et d'exportation vers les pays africains. Principale région du pharma, de l'industrie du pharma, c'est Alger et c'est Constantine. La plasturgie et l'emballage également sont des secteurs porteurs. 91 millions d'euros d'importation d'équipements en plasturgie, 136 millions d'importations en équipements pour les emballages, 600 millions d'investissements du secteur privé sur la partie emballage plastique et 7,5 millions pour des usines de recyclage en Afrique. Là aussi, c'est un secteur qui est très porteur, qui n'était pas forcément mis en avant sur les 10 dernières années, mais en quelques années, l'Algérie a su vraiment rebondir et mettre en avant ce secteur qui devient de plus en plus porteur. Principales entreprises qui gravitent autour de ce secteur, c'est Alger, Sétif et Oran. Pour les autres secteurs porteurs qu'on va voir sur la prochaine slide, c'est le BTPH. Là aussi, beaucoup de projets qui avaient été suspendus à l'époque Covid, donc 2020-2021, qui ont été repris en totalité. Beaucoup de projets structurants, aussi bien en matière de logement, accompagnés par l'État, en barrage sur la partie hydraulique, mais également sur la partie ferroviaire. La pétrochimie également, c'est des complexes de transformation en pétrole et en gaz et de gaz en polymère, excusez-moi, à plus de 6 milliards de dollars. C'est des complexes également pour tout ce qui est méthanol et ses dérivés à 6 milliards de dollars là aussi, et beaucoup d'investissements consentis par la Sonatrach, qui est le premier donneur d'ordre en matière d'hydrocarbures, tout ce qui est oxyde, tout ce qui est azote, argon, etc. C'est 150 millions d'euros dans ces deux unités de production. Le dernier secteur, c'est les mines. Récemment, il y a eu la mine de fer de Garage-Villette qui est suivie par les autorités algériennes de très près. C'est 1,5 milliard de dollars d'exportation d'acier en 2022. C'est tout ce qui est mine de phosphate de TBSA, là aussi, qui a été lancé récemment. C'est tout ce qui est transformation de phosphate en engrais, mine de zinc et de plomb à Béjaïa, dont la production annuelle est de 169 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. Nous, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, on organise plusieurs rencontres en format B2B algéro-française pour mettre en relation justement les opérateurs français et les opérateurs algériens à faire affaire. Sur la partie oil and gas, nous en avons tenu une fin d'année 2023 où nous avons eu la participation de plus de 25 entreprises françaises
et de 400, pratiquement 400 entreprises algériennes. Nous organisons au mois de février également sur la partie pharma et dispositifs médicaux, agriculture, etc. Donc là aussi, nous pourrons vous transmettre le calendrier de l'ensemble de nos rencontres si vous souhaitez y prendre part. Merci, Akram. Est-ce qu'il y a des questions? Dernier point, et on prend des questions si vous le souhaitez. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que l'économie de l'Algérie est en pleine transformation. Longtemps, l'Algérie était plus sur un modèle d'importation de produits finis. Là, elle revoit un peu sa copie et importe plutôt, comme on l'a vu sur les secteurs porteurs, des équipements pour la production et de la matière première, beaucoup de facilitation également pour l'investissement, pour l'implantation en Algérie. Toutes ces mesures ont été lancées par les pouvoirs publics justement pour industrialiser davantage l'Algérie. L'Algérie est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Ce qu'il faut savoir, même si la langue officielle en Algérie est l'arabe, mais la majorité maîtrise la langue française. Vu les liens historiques et la distance par rapport à l'implantation géographique, beaucoup d'entreprises françaises, justement, sont intéressées par l'Algérie et beaucoup d'opérateurs algériens également, c'est dans les deux sens, et beaucoup d'opérateurs algériens recherchent des partenaires français. C'est un environnement qui est concurrentiel et le rapport qualité-prix est bon, on l'a vu en début de présentation, sur les salaires moyens, sur le coût de l'énergie, sur le taux d'alphabétisation et sur les avantages qui sont octroyés. L'Algérie, ce n'est pas uniquement Alger ou les grandes villes. Il y a beaucoup de wilayas sur les hauts plateaux et sur la partie sud et grand sud qui sont à promouvoir, sur lesquels le gouvernement algérien consomme beaucoup d'avantages, beaucoup d'accompagnement et réalise beaucoup de voies ferroviaires, d'autoroutes, d'aéroports, de terminaux, dans un objectif de produire ou de transformer pour pouvoir réexporter vers les pays africains de par la situation de l'Algérie qui est aux portes de l'Afrique. Comme je l'ai dit avant de commencer la présentation, l'Algérie, ce n'est pas forcément plus compliqué qu'ailleurs. Ce n'est pas de tout repos. Certes, il y a certaines procédures à suivre, il y a certaines mesures à mettre en place. Ce que nous recommandons, c'est d'être patient, c'est d'être présent et de persévérer. Être présent, car vous ne pourrez malheureusement pas prospecter vos clients algériens ou vous implanter en Algérie à coup de téléphone, de texto, d'SMS, de visio. Votre présence, la présence physique, est obligatoire. Serrer des mains, prendre des cafés avec vos partenaires, vos clients, vos distributeurs feront le succès de vos affaires en Algérie. Il faut être patient car souvent ça prend un certain nombre de temps avant de se lancer, mais une fois que le train est sur les rails, une fois que la machine est en marche, vous aurez beaucoup de secteurs sont porteurs et il y a beaucoup de marchés en Algérie qui restent vierges ou qui restent vraiment sous-exploités. Et il faudra faire preuve également de persévérance pour pouvoir réussir ses affaires en Algérie. Le dernier conseil, si je peux me permettre, c'est de vous faire accompagner par les équipes de BCI. On reste à votre disposition et à la disposition des équipes de BCI pour vous accompagner justement, pour vous donner les grandes lignes sur l'environnement réglementaire par rapport à votre domaine d'activité, par rapport aux exigences réglementaires, à vous accompagner sur les échanges commerciaux, sur la partie rédaction de contrats, obligations sur certains produits spécifiques, recouvrement de créances et mise en relation pour la recherche de partenaires, de distributeurs ou tout simplement pour mieux connaître le marché algérien, les besoins du marché algérien, la place de vos produits ou de vos services sur le marché algérien et l'éventuelle présence de concurrents étrangers ou de producteurs locaux en Algérie par rapport à vos produits, par rapport à votre domaine d'activité. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute question d'ordre réglementaire ou économique.
Et je recède la parole à Karen. Merci beaucoup, Akram. Merci. C'était clair, concis, précis. On est dans le timing, moins d'1 heure. C'était parfait. Merci beaucoup, Akram. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on termine ce webinaire? Encore une fois, si vous préférez échanger en off, je vous invite à contacter votre chargé d'affaires BCI ou votre conseiller à l'international dans votre CCI. C'est la même boutique, comme on dit, et chacun d'entre nous est à votre écoute. Et puis, encore une fois, il est facile d'organiser une visio avec Akram ou Halim côté CCI Algérie. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de nous quitter. Nos prochains rendez-vous, alors je vous invite vraiment à regarder l'agenda sur le site web de BCI, l'agenda des réunions d'information. Les prochains rendez-vous, toujours en format moins d'1 heure, en format flash. Le prochain, c'est le 1er février. On va parler de la GMS et du hard discount en Italie. Le 6 février, on va vous proposer un 30 minutes chrono sur le machinisme et les équipements agricoles en Roumanie. On va revenir en Algérie le 13 février avec un spécial mardi de l'Agri Algérie. Et puis le 21 février, on va parler des télécoms en Afrique, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Voilà, allez voir sur l'agenda et inscrivez-vous aux différents webinaires ou réunions d'information qui vous intéressent. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. On reste à votre disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Merci encore, Akram. Merci Sandrine. Merci Isabelle. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci, bonne journée.